L'heure de pointe, David Torchala. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure de pointe. Bonjour Anne Deslois. Bonjour David, bonjour à tous. On est toujours content de vous retrouver comme chroniqueuse de cette émission. C'est réciproque, toujours heureuse de venir. Et vous aussi, Delphine Pereira. Bah toujours, moi ça va très bien. Bon. Bonjour tout le monde, bonjour à vous d'abord. Merci d'être là. Et bonjour à notre invité aussi. Mais oui, on a un invité qui est super. Merci d'être là au titre du groupe La Dépêche du Midi, la Nouvelle République. Oui, oui, on a la joie d'accueillir Thomas Contamine. Bonjour Thomas. Vraiment, c'est une joie de vous recevoir. Vous êtes le directeur de Clamor Terrae, une fondation qui agit pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, notamment dans les Pyrénées, la grande chaîne des Pyrénées. Alors leur particularité, la particularité en tout cas de votre fondation, eh bien, c'est de combiner, je crois ne pas me tromper, la science, le droit et l'action citoyenne, voilà, pour défendre concrètement la nature. Alors avec vous, on va voir comment cette démarche fonctionne, quels sont les projets en cours. On croit comprendre que vous en avez pas mal, puisque cette fondation, elle est récente, elle a 1 an, et vous allez nous parler de la genèse de cette fondation. Et puis peut-être aussi s'il y a des étapes à franchir, des difficultés à surpasser, voilà, des ambitions aussi écologiques que vous avez, et voilà, comment elles sont confrontées avec la réalité, les réalités en tout cas locales que nous impose Dame Nature. Ça vous va comme programme? Va très bien, on va connaître un peu plus de choses et on sortira moins bête de ce studio. Écoutez, Comme d'habitude. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est vrai que ça nous enrichit. En tout cas, voilà, parler de nature avec vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Thomas Contamine, nous dire en fait quelle a été la genèse de Clamor Terrae, cette fondation? Comment est-elle née? Alors, cette fondation, elle est née de la volonté et de l'ambition de son fondateur, qui est monsieur Denis Clément, qui a tout au long de sa vie à la fois accumulé des connaissances naturalistes assez poussées, même si il a toujours été naturaliste amateur, et accumulé aussi un certain nombre de constats sur le niveau de dégradation toujours plus avancé de nos écosystèmes, de la nature en général, que ce soit ici dans les Pyrénées, en France ou partout dans le monde. Et donc il a décidé, à un carrefour de sa vie, à quelques années de sa retraite potentielle, de consacrer l'intégralité de ses compétences, de son temps et de ses ressources à la défense de la nature au sens large, et de créer cette fondation Clamor Terrae. Donc elle est née de sa volonté personnelle il y a 1 an de ça, et ensuite il a structuré une démarche, une activité, recruté une équipe de salariés, dont je suis, et là on est en phase de déploiement de ce projet qui à l'origine est son idée. La fondation est aussi une réalité économique, c'est un fonds de dotation. Quelle est la particularité de ce modèle? Alors, un fonds de dotation, c'est une personne morale qui est sans but lucratif et qui a pour vocation de collecter des ressources financières de philanthropes ou de mécènes et ensuite de les redistribuer pour des actions d'intérêt général. Ça, c'est le cadre global. Et dans le cas de la fondation Clamor Terrae, l'objectif, c'est d'employer nos fonds en lien avec notre objet, qui est la préservation de la biodiversité et la culture du lien qu'entretiennent les sociétés humaines avec la nature. Et votre parcours à vous alors finalement? Parce que vous êtes salarié et vous avez été approché, je suppose, et quel est votre parcours, je suppose, écologique? Alors écologique, mais par des voies un petit peu détournées. Alors moi, j'ai un parcours qui est pas en droite ligne sur ces sujets-là. Moi, je suis historien et archéologue de formation. Et j'ai fait des études qui avaient pour vocation d'étudier l'interaction qui existe entre des sociétés humaines et leur environnement. J'ai étudié ça pendant plusieurs années, et donc je suis une sorte de héritier des sciences humaines, et puis sensibilisé aux questions écologiques, à ce qu'on appelle l'écologie historique comparée notamment. Et ensuite, j'ai travaillé dans le monde des collectivités territoriales. Donc moi, je travaillais précédemment dans les Pyrénées-Atlantiques pour une communauté d'agglomération. Et j'ai eu vent de l'existence de ce projet qui m'a beaucoup plu dans ses fondements, qui était à la croisée d'un certain nombre de constats que j'avais pu faire dans mes missions précédentes et qui m'a donné envie de m'engager aux côtés de Denis pour ce projet.
Évidemment, vous connaissiez donc les Pyrénées, c'était un attachement peut-être personnel? Tout à fait personnel. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées. C'était l'objet de mes recherches précédemment. C'était une étude comparée entre ce qui pouvait se passer dans les systèmes agro-pastoraux pyrénéens avec les situations dans le bassin méditerranéen, dans les Balkans notamment. Donc j'ai toujours eu cet attachement effectivement aux Pyrénées et on partage avec Denis le constat que les montagnes en général sont parmi les derniers espaces refuges de vie sauvage dans le monde. C'est eux qui concentrent la plus grande biodiversité terrestre, si on met à part bien sûr les forêts tropicales. Et donc c'est à la fois des territoires qui sont particulièrement menacés par le changement climatique, qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait, s'accélèrent encore plus vite en montagne qu'en plaine. Les Pyrénées se réchauffent et les Alpes se réchauffent plus vite que le reste de la France, donc ils sont vraiment soumis à ces chocs climatiques, mais qui à la fois hébergent une biodiversité tout à fait unique. Donc c'est un peu là où se concentrent des enjeux objectifs, en plus de cet attachement un peu subjectif au pays. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, et on en est persuadé, un endroit où on peut tout à fait faire la démonstration d'une cohabitation apaisée entre les activités humaines et puis les besoins minimaux de l'écosystème pour qu'il puisse survivre. Anne Deslois. Votre fondation, alors, elle a vraiment pour mission aussi la sauvegarde, la protection des Pyrénées, enfin, de toute la chaîne de montagnes, de travailler donc avec des partenaires locaux, enfin, au niveau des collectivités, c'est des villageois, c'est des groupements d'habitants, ou comment ça se passe toute cette mission de sauvegarde pour vous? Alors, peut-être qu'on pourra revenir après sur ce qu'on entend par sauvegarde, parce que dans le milieu de la protection de la nature, on peut entendre plusieurs choses ou mettre plusieurs choses derrière ces notions de conservation de la nature ou de sauvegarde. Il peut y avoir des visions assez différentes, donc on pourra en parler si vous voulez. Mais sinon, peut-être qu'on peut en parler on peut en parler tout de suite, on viendra au partenariat après. Donc il y a plusieurs sens à la sauvegarde. Alors, c'est pas qu'il y a plusieurs sens, c'est qu'il y a plusieurs manières de la faire. Oui. En gros, pour caricaturer, il y aurait dans la conservation de la nature deux courants principaux, des conservations de la nature stricte, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour pouvoir garantir le fonctionnement pérenne de ces écosystèmes, il faut exclure tout usage humain de ces périmètres. Ouais. Tout. C'est-à-dire que s'il y a du pastoralisme, on n'en met plus, s'il y a de la chasse, on n'en met plus, s'il y a de l'agriculture, on n'en met plus. Donc c'est une vision assez radicale. Et ensuite, il y a d'autres courants qui essaient plutôt d'opérer une sorte de convergence entre les activités humaines et les besoins de l'écosystème. Nous, on est plutôt porteurs de cette seconde vision, c'est-à-dire qu'on reste persuadé que ce qu'on appelle par exemple la libre évolution, appliquée à certains milieux très spécifiques, des petites parcelles de forêt avec une richesse biologique exceptionnelle, des zones humides, etc. Donc exclure tout usage humain de ces petits périmètres, ça peut avoir du sens. Mais en tant que stratégie globale, c'est pas vraiment tenable ni raisonnable d'imaginer ça. Et d'autant que ça ne résout finalement pas l'espèce de hiatus un peu anthropologique, civilisationnel qu'il y a entre l'homme et la nature, où petit à petit, c'est des trajectoires qui se sont séparées. Vouloir conserver en excluant les activités humaines, c'est finalement continuer de creuser ce fossé qu'il y a entre les hommes et la nature, alors qu'essayer plutôt de travailler dans une sorte de recherche de consensus entre ces parties-là, ça nous semble un peu plus stimulant sur le plan intellectuel, et puis de toute façon plus pragmatique et réaliste. Quel est votre constat? Vous pensez, évidemment, enfin, quand il y a une action militante, en tout cas chez vous, il y a toujours un caractère d'urgence dans les associations qui sont en faveur de la sauvegarde, si je dis le mot juste de l'environnement. Quelle est l'urgence pour les Pyrénées, le constat Alors, il y a des constats globaux qui sont les mêmes qu'un peu partout, c'est-à-dire que le changement climatique est une réalité quotidienne, c'est pas pour demain ou pour dans 10 ans, ça a déjà commencé, on le voit sur des choses très très pratiques qu'on peut à peu près tous observer, sur l'augmentation moyenne des températures, la diminution du nombre de jours de gel par an, la diminution du volume des précipitations, la diminution du nombre de jours enneigés, les stations de ski en savent quelque chose, la fonte tout à fait alarmante des derniers glaciers qui nous restent. Si vous connaissez un peu le coin, le glacier d'Ossou dans le massif du Vignemale fait quand même pas le figure. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs objectifs qui sont en fait le reflet de la dynamique mondiale qui est commune à tout le monde, qui s'appliquent sur les Pyrénées et qui ont des conséquences très concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis à côté de ça, il y a des pressions qui ne sont pas originales aux Pyrénées, mais qui sont beaucoup plus spécifiques au milieu, de pressions d'aménagement, de création de nouvelles routes, de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures de transport, de production d'énergie, qui ont des impacts tout à fait dramatiques sur le milieu naturel.
et que nous, on n'entend pas combattre pour elles-mêmes, mais qu'on entend interroger au regard des impacts précisément qu'elles ont sur l'équilibre de ces écosystèmes. Parce que force est de constater aujourd'hui que là où collectivement, nous, on va dire défenseurs de la nature, on a tous échoué depuis 30 ans, parce qu'il faut quand même reconnaître que les choses ne vont pas beaucoup mieux depuis qu'on a commencé à s'attaquer au problème. C'est-à-dire qu'il y a eu de très très belles victoires qui ont été remportées, mais globalement, on est quand même plutôt perdant sur la chose. Hein. La dynamique d'effondrement du vivant n'a pas vraiment été inversée depuis qu'on commence à s'intéresser à la question. Le constat, c'est que on a fait vraisemblablement le mauvais diagnostic sur ce qui cause cet effondrement et on a mis du coup en œuvre des solutions qui n'étaient pas forcément adaptées ou pas à l'échelle ou qui ne s'attaquaient pas aux bonnes causes. Et donc c'est ce que, en partie, on n'est évidemment pas les seuls à porter cette vision, on entend déployer concrètement sur le terrain. Pour rejoindre peut-être la question de départ d'Anne Deslois, est-ce que vous pensez être compris, être entendu par les habitants des Pyrénées, des maires de villages, des agriculteurs, enfin en tout cas ceux qui pratiquent la terre, des habitants des communes. Est-ce que vous avez le sentiment d'être compris, d'être entendu sur ces réalités-là ? Bah, le sentiment, on verra à l'usage, parce que ça fait 1 an qu'on y travaille, donc pour l'instant, les quelques retours qu'on a sont positifs, mais c'est à travailler. En tout cas, c'est notre préoccupation principale. Oui. Et là, on est rentré dans cette discussion avec des grands concepts de conservation de la nature, oui. etc. On applique toujours ça à des cas extrêmement concrets, opérationnels. Citez-nous un exemple concret, par exemple, d'une action que vous menez. Donc on rentre directement dans le volet action de la Fondation. Réaction, alors au quotidien, la Fondation Clamor Terrae. Alors nous, notre action, elle se déploie dans différents axes. Donc Clamor Terrae, pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue latine, ça veut dire la voie de la terre, donc la voie avec un X. Ouais. Et donc la clameur, voilà, c'est ça, la clameur, exactement. Alors ça peut être traduit par le cri, la voix, c'est plus ou moins positif ou négatif en fonction de la manière dont on le traduit. Et on était heureux de cette ambiguïté-là, pouvoir à chaque fois jouer sur le côté alarmant et puis sur le côté un petit peu enthousiasmant de la clameur qui pourrait nous porter vers l'action. Et donc on déploie notre action dans différents axes. D'abord, on a un axe qu'on appelle écouter, écouter la voix de la terre. Donc c'est-à-dire qu'on a, à travers notre activité, un soutien à des programmes de recherche académiques portés par des universités qui cherchent à améliorer la connaissance que l'on a des dynamiques à l'œuvre dans les Pyrénées et nous aider à la formulation de solutions concrètes. Ensuite, on a un deuxième volet d'action qui est défendre la voie de la terre. Donc là, on met en place, nous et nos partenaires, un réseau de veille sur les atteintes à l'environnement qu'il peut y avoir sur toute la chaîne des Pyrénées. Alors évidemment qu'on passe à côté de beaucoup de choses, mais enfin, on essaie de structurer ce réseau de veille. Et le cas échéant, quand on constate qu'il peut y avoir un projet qui peut avoir des effets nocifs, on peut engager des recours juridiques pour s'opposer à l'existence de ces projets ou mener des campagnes d'influence si le recours juridique n'est pas fondé, pour essayer de faire avancer le débat, réduire les impacts de ce projet, voire l'empêcher. Ensuite, on a un volet protection de cette voie de la terre. Donc là, ce qu'on entend par protection, c'est des actions un peu plus concrètes d'acquisition foncière notamment. C'est-à-dire qu'on est convaincu que le meilleur moyen d'appliquer des modes de protection qui vont bien sur certains espaces, c'est d'en devenir propriétaire ou alors de les protéger par voie réglementaire. Donc là, il existe tout un tas d'outils, notamment un outil qui s'appelle des obligations réelles environnementales, qui est un contrat entre un propriétaire et puis une tierce personne représentante de l'autorité environnementale. Un contrat qui est passé et qui stipule que le propriétaire s'engage à préserver l'intégrité biologique et les caractéristiques de l'écosystème qui est présent sur sa parcelle. Vous êtes en train de dire que finalement, votre fondation peut acheter des parcelles en fait, de terrain et s'engager à ce que... à la protéger. À la protéger, c'est-à-dire en la laissant vivre. Alors tout dépend. Alors c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors du coup sur cette question de l'acquisition, donc nous on peut acheter des terrains en propre et en devenir les propriétaires, ou alors on peut aider nos partenaires à devenir propriétaires. Nous, notre objectif, c'est pas du tout d'accumuler des hectares, c'est de contribuer à leur protection. Si on a des partenaires qui partagent nos valeurs et s'engagent dans les mêmes intentions que nous à les protéger, on les aide simplement à devenir propriétaires. L'un de nos partenaires principaux sur ce sujet, c'est le Conservatoire d'espaces naturels, Occitanie, avec qui on a une convention de partenariat. On est en train d'en établir une avec le Conservatoire côté Nouvelle-Aquitaine.
On travaille avec Néo, Nature en Occitanie également, le Fonds Forêt Préservée, voilà, un certain nombre de partenaires. Et une fois qu'on est propriétaire ou qu'on a la maîtrise de ces fonciers, l'objectif c'est d'inverser le regard qu'on y porte. C'est-à-dire qu'on commence par analyser la qualité écologique du milieu, et en fonction de la qualité écologique du milieu, on en déduit les usages qu'on peut avoir. Si c'est une forêt, on dit ben là c'est très précieux, cet îlot on n'y touche pas. Par contre, ici, on peut s'autoriser à l'exploiter. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut développer un mode d'exploitation de cette forêt qui préserve le fonctionnement de son écosystème? Si on prend la même chose sur une prairie, on dit bah là, il y a un petit îlot sur lequel les bêtes ne doivent pas aller pâturer parce qu'il y a telle bestiole qui niche ou c'est important de le préserver. On le préserve. Par contre, sur le reste, évidemment qu'on laisse se déployer l'activité pastorale, mais on essaie de la penser en fonction des besoins de l'écosystème. Tout ça dans une logique de pérennité. En fait, c'est du pragmatisme pur. En fait, pour que la fête puisse durer encore un petit peu, il faut faire en sorte de ne pas trop scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est ça la logique qui nous pousse. C'est passionnant ce que vous nous racontez, parce que là on découvre en fait des actions que beaucoup ignorent, et j'avoue, je m'inclus dans cette peut-être majorité. Comment ça se passe en fait? Vous achetez pas des parcelles constructives, vous faites pas vos achats sur le bon coin, enfin, c'est-à-dire que vous prenez peut-être des pans de montagne, comment se font les choses, comment se font ces acquisitions? On a monté un petit réseau de veille qui nous permet de se tenir au courant de ce qui se vend. Parmi les choses qui se vendent, il y a des choses très intéressantes sur le Bon Coin, donc on est aussi branché sur le Bon Coin, etc. Vos veilleurs, ce sont en fait des militants de Alors, votre on a un certain nombre de bénévoles, ou... et puis ensuite, ça fait partie aussi de notre activité en tant que salarié, effectivement. Et vous avez un réseau quand même qui est structuré. Exactement, c'est là où j'allais en venir. Il vous faut des scientifiques, des juristes. Comment ça fonctionne? Alors, pour le volet scientifique, adossé au fonctionnement de notre fondation, il y a un comité scientifique qui est composé de chercheurs. Alors, donc, en gros, nous, on les soutient dans leur programme de recherche, en échange de quoi ils nous aident à la consolidation stratégique de nos positionnements, à nous aider à arbitrer entre telle parcelle ou telle parcelle par rapport à l'intérêt écologique qu'elle représente. Ensuite, on a un réseau de partenaires historiques, parce que sur ces sujets-là, la Fondation Clamart-Terrae, elle n'est pas révolutionnaire en tant que telle. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, y compris dans les Pyrénées, qui s'occupent de ça. France Nature Environnement, Nature en Occitanie, etc., qui font très très bien les choses. Donc l'idée, c'est qu'on coordonne nos actions pour passer à l'échelle, en fait, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Parce que vous pensez qu'il manque encore d'acteurs pour la défense? Est-ce que le choix ne peut pas être de venir renforcer en fait des fondations existantes ou des organismes existants? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les acteurs? Il faut les deux. Il faut les deux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés, qui ont un niveau d'expertise suffisant. Pour ces acteurs-là, ce qu'il faut, c'est augmenter leur pouvoir d'action, donc leurs ressources financières, très pratiquement. Ouais. C'est le cas de France Nature Environnement, par exemple. Ils ont une expertise exceptionnelle en matière d'affaires juridiques. Ils sont parfaitement structurés pour ça. Après, ils fonctionnent à 90%, en tout cas dans le département, avec des bénévoles. Donc, ils ont besoin de soutien pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'action. Et ensuite, et c'est le pari en partie de la Fondation, il y a quand même dans le paysage des gens qui s'occupent de la protection de la nature des angles morts dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui se trouvent au point de convergence, mais dans un angle mort, entre les actions des collectivités ou des services déconcentrés de l'État et puis des associations. Soit parce que les collectivités, ce n'est pas dans leur prérogative, une collectivité n'engage ses actions que dans le cadre d'un périmètre de prérogatives définies. Et puis les associations de protection de l'environnement historique, elles ont un pouvoir d'action financier ou en termes de ressources humaines qui est limité aussi. Et donc, à la convergence de tout ça, il y a des angles morts. Et c'est précisément ce que nous, on cherche à investir. Il y a aussi le droit comme outil de protection. Delphine Perrin, c'était une question que vous souhaitiez poser. Et vous intervenez dans quel cadre quand donc vous avez des actions en justice? Comment ça se passe? Vous avez plusieurs cadres dans lesquels vous intervenez? Alors, pour ces actions en justice-là, donc on a initialement notre réseau de veille qui nous permet de nous tenir au courant de ce qui se passe. Généralement, on mène une petite contre-expertise en matière d'études d'impact pour s'assurer de la conformité de ce qui est déposé dans les documents réglementaires et puis de savoir s'il est nécessaire de s'opposer à ce projet ou pas et si on décide d'y aller.
Soit on aide nos partenaires qui ont décidé de se porter partie civile, et donc cette aide peut être soit sous la forme d'un soutien financier pour les frais de justice, ou alors d'un partage d'expertise à l'attention de nos partenaires, ou alors on se porte nous-mêmes partie civile directement et on assume l'intégralité de ce que ça implique. Et nous, on est assez attachés à cette dimension expertise, c'est-à-dire que quand on se lance dans un recours juridique, on fait en sorte qu'il soit le plus fondé, étayé possible. C'est pas des recours juridiques qui sont simplement là pour faire tourner le monde en rond. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'avancer. Et si on décide d'y aller, c'est parce qu'on pense qu'il y a véritablement un problème en matière d'environnement sur le sujet en question. Comment finalement arrivez-vous, vous qui êtes une jeune fondation hein, de seulement un an, ou un petit peu plus d'un an, comment arrivez-vous à réunir les fonds suffisants pour aller au bout de l'action de la fondation ? Alors malheureusement on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à réunir des fonds pour aller au bout, on réunit des fonds et on voit ce qu'on peut faire avec. Oui, voilà, un petit peu comme tout le monde. Et puis sinon, c'est un combat qui aussi emploie une partie de notre énergie, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mécènes et de donateurs initiaux qui ont permis de lancer l'aventure. Qui continuent de nous suivre et qui continueront à nous suivre un petit moment. Donc ça nous permet de structurer dans le temps l'activité telle qu'on a pu commencer à la décrire ensemble là. Vos mécènes, ce sont surtout des entreprises et des particuliers. Oui, des philanthropes également. Ah oui. Et l'objectif, évidemment, c'est d'augmenter la voilure, un petit peu comme tout le monde, autant que faire se peut. Donc voilà, là, ça fait partie des travaux qu'on mène en ce moment, une sorte de petite campagne de communication qui serait spécifique à ces potentiels philanthropes ou mécènes. Mais écoutez, sur Radio Présence, nous participons donc à cet élan pour faire connaître les actions de Clamor Terrae. C'est vrai qu'en préparant cette émission, on se posait quand même la question du niveau en fait, de militantisme d'une fondation. Parce que parfois, on peut dire qu'il y a trop de protection ou alors des militants peut-être pas toujours ajustés. Évidemment qu'on a toutes ces images, des actions coup de poing à la Greenpeace, etc., avec les manifestations, etc. Comment vous situez-vous dans le grand panorama du militantisme écologique en France et puis surtout proche de nous dans les Pyrénées ? Alors déjà, nous, on revendique cette dimension militante. On la revendique parce que, alors derrière ce mot de militant, il faut y voir aucune grille partisane affiliée à un quelconque parti politique ou à un quelconque syndicat. On vient vraiment à l'essence de ce qu'est le militantisme, c'est-à-dire agir pour imposer une cause que l'on défend et en laquelle on croit. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on prend le sujet comme ça. Et la deuxième raison pour laquelle on revendique cette dimension militante, c'est parce que on est tout à fait persuadé que le défi en face duquel on se trouve ne trouvera de solution que dans une dimension politique. C'est pas malheureusement les ingénieurs qui vont résoudre le dilemme de la crise écologique, c'est par une appropriation du sujet à l'échelle politique, c'est-à-dire une question quasi de niveau anthropologique qui doit nous pousser à réinterroger les relations qu'on entretient avec le reste du vivant. Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à ce rythme-là, la fête ne va plus durer très longtemps. Si on veut que ça dure encore, et nous on fait partie de ceux qui veulent que ça dure parce que c'est quand même plutôt sympa la vie, et ben on a tout intérêt à repenser les relations que l'on entretient avec ce vivant-là. Et ça, c'est pas la technique qui nous le donnera. C'est la culture du consensus, qui est à la définition même de l'acte politique. La politique, c'est l'art de vivre ensemble, de bien vivre ensemble et d'être heureux, je dirais même Aristote, hein, c'était ça qui prônait. Évidemment, vous ne pouvez pas être seul à décider, à préconiser, ça veut dire concrètement un échange avec le maire, la communauté de communes, les élus, ça veut dire les députés. Cultiver ce dialogue et cultiver ce consensus. C'est ça qui est vraiment à la base de notre méthode, en fait. Elle repose sur une assise scientifique, parce qu'un fait, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Une opinion, on peut en discuter, pas un fait. Et sur la base de ces données scientifiques qui sont immuables, l'objectif, c'est de construire un consensus territorial, de réapprendre collectivement à dire on prend le sujet chasse, comment on fait pour faire en sorte de pouvoir concilier les enjeux autour de cette question. Sur l'agriculture, pareil, sur l'irrigation, sur le sort de nos stations de ski. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'intelligence collective pour faire aboutir des solutions. Mais en termes d'innovation, on n'a pas grand-chose à inventer technologiquement, on n'a pas grand-chose à attendre comme solution concrète à déployer. On les connaît déjà depuis très longtemps. Il faut avoir le courage de poser les questions et puis de les mettre en œuvre.
Ouais, parce que peut-être que votre action peut être perçue comme un écologisme de contrainte, parfois. En fait, c'est parce que finalement, quand vous arrivez, vous soulevez évidemment un problème, une situation, des pistes, ça veut dire changer des habitudes. Comment se passent ces échanges? C'est pour ça que c'est dur. Hein. C'est parce que ça revient à changer des habitudes que on patine depuis 40 ans sur la question. Si c'était juste la question de savoir si on mettait du gasoil ou de l'électricité dans la voiture, la question serait résolue depuis longtemps. Et là, c'est plus compliqué que ça. Un exemple de... par exemple, de changement d'habitude auquel vous êtes confronté pendant cette année au niveau de l'élevage ou de la gestion des forêts ou des cours d'eau, je sais pas. Alors, je sais pas, prenons par exemple sur la question des forêts que vous citez. Aujourd'hui, on a une inadéquation assez chronique entre les techniques sylvicoles qu'on déploie sur nos massifs forestiers et les besoins de l'écosystème. Il n'y a pas besoin d'être un biologiste chevronné pour constater qu'une coupe rase qui, après qu'elle ait eu lieu, ressemble à un paysage type post-atomique, n'est pas vraiment favorable à l'équilibre du milieu. Donc ça, je pense qu'il y a un relatif consensus sur le fait de dire que c'est pas la bonne manière. On sait aujourd'hui très bien faire de façon alternative. Le champ de la recherche là-dessus n'a pas besoin d'être beaucoup développé. On parle de sylviculture mélangée sous couvert continu, c'est-à-dire avoir plusieurs essences différentes, ne jamais pratiquer de coupe rase, etc. Techniquement, on sait faire. La question qu'il y a autour de ce sujet forêt, c'est l'équilibre économique des acteurs qui pratiquent ça. Aujourd'hui, la plupart des exploitants forestiers ont des parcs de machines qui coûtent plusieurs millions d'euros. Donc évidemment que quand ils sortent ce parc de machines-là, pour qu'eux rentrent dans leurs frais et que leur activité soit viable, il faut qu'ils pratiquent la coupe rase. Ils se sont rendus en quelque sorte dépendants de cette pratique-là que tout le monde sait néfaste. Et donc la question autour de ce sujet très précis, on pourra en prendre d'autres, c'est comment est-ce que collectivement on redéfinit les équilibres économiques au sein de la filière bois pour rendre possible ces techniques que l'on sait vertueuses, mais qui aujourd'hui ne sont pas économiquement rentables. C'est ça la question. Et sur justement la chaîne des Pyrénées, quelles sont les urgences que vous avez constatées? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, en fonction des secteurs sur lesquels on se trouve dans les Pyrénées, il y a beaucoup de sujets liés à la forêt, notamment sur ces questions d'exploitation à l'échelle industrielle qui posent beaucoup de questions. Il y a aussi beaucoup de sujets autour de la question de l'eau, des usages de l'eau, parce que la baisse de l'enneigement, la baisse des précipitations moyennes, dans un premier temps, change le volume d'eau, enfin la distribution annuelle de cette eau, et puis ensuite son volume. Et donc, du coup, se pose une question de conciliation des usages. Quelle eau on laisse dans le cours d'eau pour qu'il vive? Quelle eau on utilise pour faire de l'électricité? Quelle eau on utilise pour arroser notre maïs? Donc là, il y a énormément de conciliation à faire. Et là aussi, même exemple que tout à l'heure, on voit très bien que c'est par des outils de dialogue territorial et de partage de la ressource qu'on arrivera à avancer là-dessus. C'est pas effectivement, peut-être qu'on peut perfectionner les systèmes d'irrigation, perfectionner les systèmes de production hydroélectrique. Il n'empêche qu'à chaque fois, on est sur l'épaisseur du trait en termes de gains potentiels. La vraie porte de sortie sur ce sujet, c'est le partage de la ressource. Il y a aussi une urgence sur notre modèle touristique, parce qu'il y a tout un équilibre socio-économique qui s'est construit autour de ça. C'est un modèle qui, de toute façon, est voué à disparaître, qui aujourd'hui ne survit que parce qu'il est sous perfusion d'argent public. Vous parlez du ski? Je parle du ski, oui, tout à fait. Là aussi, je pense qu'à part quelques climato-sceptiques avérés, il est quand même difficile de nier ce constat. La question, c'est de savoir ce qu'on fait sur cette base-là. Voilà. Comment est-ce qu'on retrouve un équilibre territorial, donc peut-être en redéplaçant le curseur entre l'importance qu'a aujourd'hui l'économie touristique dans nos économies locales, valléennes, vers d'autres secteurs d'activité, ou si on continue à exploiter cette filon touristique, comment est-ce qu'on s'accommode de la variabilité de la présence de la neige? Il y a beaucoup de choses à réinventer aussi là-dedans, donc ça fait partie des urgences, parce que c'est en partie ça qui conditionne la manière dont on occupe le territoire. Et la manière dont on occupe le territoire aujourd'hui, c'est ça, en tout cas dans les Pyrénées, la première cause d'effondrement de la biodiversité. Loin devant les espèces exotiques envahissantes, les effets du changement climatique, les pollutions qu'il peut y avoir ponctuellement, le premier facteur d'effondrement de la biodiversité, c'est la destruction des espaces naturels et la fragmentation des espaces naturels. Qu'est-ce que vous voulez Alors, dire? Ce que j'appelle fragmentation, une forêt avec une route qui passe au milieu. Ah oui. Un écosystème, si vous voulez vous le représenter, c'est un vélo. Un écosystème, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il avance. S'il s'arrête, il meurt. C'est 1 ou 0.
C'est pour ça qu'on ne peut pas parler même parler de préservation ou de conservation de la biodiversité, c'est maladroit, parce que ça reviendrait à dire on met un secteur sous bocal, sous protection, et puis tout ira bien. Malheureusement, non. Ponctuellement, effectivement, il n'y aura plus d'atteinte, mais si ce bocal n'est pas connecté aux espaces naturels qui se trouvent autour de lui, il est de toute façon voué à disparaître, à s'appauvrir sur le plan génétique, ce qui réduit ses capacités d'adaptation aux évolutions climatiques ou autres. Donc, la clé pour que ces écosystèmes fonctionnent, c'est qu'ils soient connectés les uns avec les autres. Anne Deslois. Thomas, est-ce qu'il vous arrive d'aller rencontrer des jeunes dans le cadre de lycée, de collège, de discuter avec eux, de leur expliquer un petit peu tout ça? Et quelle est justement la réaction des jeunes générations pour justement vous suivre, quoi? Enfin, je veux dire, devenir aussi militants? Alors, dans le cadre des activités de Clamor-Terrae, c'est quelque chose qu'on fait peu, voire pas pour l'instant. C'est pas véritablement dans nos cadres d'action, ce volet sensibilisation, etc. Parce que, bon, pour l'instant, on a un certain nombre d'urgences à gérer. On est 4 à travailler pour l'instant, donc on a suffisamment de quoi s'occuper. Par contre, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé. J'ai enseigné à l'université, dans le secondaire. J'ai travaillé aussi dans une association d'éducation à l'environnement qui était dédiée à ces questions. Donc, c'est des publics que j'ai beaucoup fréquentés. Ce que j'en ai retenu, c'est un paradoxe, c'est-à-dire une intime conviction de la nécessité d'agir. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup enfoncer le clou pour convaincre n'importe qui de la nécessité de faire quelque chose. Mais beaucoup de confusion sur la manière de s'y prendre. Et ça revient un petit peu à ce qu'on évoquait au début, beaucoup de technosolutionnisme. Caricaturalement, déployons la voiture électrique et tout ira bien, le problème sera résolu. Ouais. Et donc, ça rejoint en fait ce qui est pour nous un peu la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire le fait de comprendre véritablement quelle est la nature du problème. Et comprendre que des enjeux comme le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est 2 facettes d'un même problème, en fait. Ça ne fait aucun sens de vouloir lutter contre les émissions de CO2 et pas préserver la biodiversité, et inversement. Les 2 sont liés. En tout cas, les causes qui nous ont conduits dans l'impasse climatique dans laquelle on se retrouve, c'est exactement les mêmes que les causes qui nous ont conduits dans l'impasse biologique dans laquelle on se trouve. Il faut vous donner les moyens d'être influent, c'est ça finalement peut-être le défi de votre fondation, Clamor-Terrae. Concrètement, comment le public peut-il s'impliquer pour être à vos côtés ? Alors, à l'échelle individuelle, nous, pour le besoin de nos activités, on est toujours à la recherche de bénévoles, qu'on appelle des veilleurs, qui seraient présents idéalement sur toute la chaîne des Pyrénées, un petit peu partout, et qu'on invite à se rapprocher de nous pour que on partage déjà le sens de notre action, pour être sûr qu'on soit raccord sur l'objectif, qu'on partage une certaine méthode, et puis ensuite qu'ils soient pour nous, en quelque sorte, nos yeux et nos oreilles sur le terrain, toujours dans cette logique de veille aux atteintes à l'environnement, parce que c'est souvent ça qui manque dans nos actions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aura beau s'évertuer à régénérer la biodiversité partout où c'est possible, tant qu'on continuera à détruire par ailleurs, on aura toujours un temps de retard sur les destructions. Donc la première chose à faire avant de résoudre le problème, c'est d'arrêter de l'aggraver. Arrêter de l'aggraver, c'est stopper les nouvelles destructions, d'où l'importance de ce réseau de veille. Donc là, on a besoin de veilleurs pour ça, que ce soit sur les questions d'eau, de forêt, de projets d'aménagement, etc. On invite quiconque souhaiterait se rendre utile sur la chose à rentrer en contact avec nous. Il y a toutes les informations sur notre site internet pour ça. Un petit formulaire de prise de contact. Et puis voilà, donc ça c'est à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a un autre volet de notre action qui est plutôt sur l'influence politique locale. On travaille actuellement à l'établissement d'une sorte de petit guide pratique à l'attention des futurs candidats, nouveaux élus aux élections municipales de 2026, qui serait une sorte de recueil de tout ce qu'il est possible de faire de bien en matière de biodiversité dans le périmètre des prérogatives d'un maire. Voilà, donc c'est des actions qu'on va calibrer pour une typologie, on va dire, de communes rurales pyrénéennes de montagne. Hein. On ne va pas parler de ce qui se passe à Toulouse, malheureusement, mais c'est l'affaire d'autres. Mais voilà, on travaille actuellement à ça. Ce travail sera livré à la fin de l'année, et ensuite, sur tout le printemps 2026, on va essayer de le diffuser au maximum et de susciter l'engagement des candidats et des futurs élus autour de ces sujets. Et puis évidemment, vous êtes un fonds de dotation, donc j'imagine que tous les mécènes auditeurs de Radio Présence sont les bienvenus pour venir à la rencontre de Clamor-Terrae pour se renseigner. Vous avez dit qu'il y avait un site internet, moi je vous donne l'adresse, c'est www.clamor-terrae, T-E-2-R-A-E.org, www.clamor-terrae.org.
terrae.org. Et puis c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu impuissant face à la crise écologique quand on est derrière son poste radio en entendant les nouvelles ou les télés. Ben voilà, il y a justement, en intégrant une équipe, peut-être qu'on peut chacun à notre niveau apporter notre petite pierre. Mais oui, c'est ça, c'est le rôle de la responsabilité collective. Exactement. Ben, écoutez, rejoignez peut-être les veilleurs, c'est ça? C'est le message. Hein, on vous invite. Venez avec nous, on n'est jamais trop nombreux. Merci Thomas Contamine pour vraiment cette sensibilisation à la protection de nos Pyrénées que nous aimons tant et on veut les aimer encore longtemps. Merci, et puis on se retrouve une prochaine fois, vous serez là aussi? Oh, sûrement. Ouais. Okay. Et oui, on ne manquera pas le rendez-vous. Alors, à une prochaine fois. Merci à tous. Merci. L'heure de pointe, David Torchela.